Bonjour et bienvenue à cette toute nouvelle saison de Dans notre coin. Mon nom est Josiane Binette et j'ai le plaisir d'être votre animatrice cette année. Au cours des 12 prochaines semaines, on vous présentera les différentes bières de la région avec Francis Legault. On découvrira les thés d'Argenteuil avec Élise de Sèvres. Carl Bissonnette se promène à travers les restaurants et nous présente leurs spécialités, en plus de vous présenter chaque semaine la capsule linguistique avec André Coupal et la chronique sur le bonheur avec Andréane Lefebvre. Cette saison, Andréane Lefebvre nous propose 12 chroniques sur le bonheur avec 5 citoyens de la MRC d'Argenteuil qui lui inspirent la joie. Cette semaine, elle leur a demandé « Qu'est-ce qui vous rend heureux? » Il y a beaucoup de choses qui me rendent heureuse. Pour moi, le bonheur, c'est pas une affaire qui nous tombe sur la tête, bang! Puis que là, on reste figé dedans, puis on n'ose pas trop bouger. C'est une suite de toutes petites choses, une à la suite de l'autre, comme un collier de perles, tu sais? Un petit bonheur, puis un autre, puis un autre. C'est ça pour moi, le bonheur. Puis les perles, on peut les découvrir, on peut les cultiver, on peut les cueillir au quotidien. Puis plus on pratique, meilleur on devient. Je pense que j'ai pratiqué beaucoup parce que moi, tout me rend heureuse. Il fait soleil, yeah, je vais aller dans le bois, je vais aller faire de la photo, je vais aller dans le jardin. Il pleut, yeah, congé d'arrosage! Je reste à la maison, je vais faire de l'art. Mes filles m'appellent, ça me rend heureuse. Quelqu'un me prépare un bon repas, ça me rend heureuse. La première tomate du jardin, ça me rend heureuse. Alors c'est ça pour moi. Ce qui me rend heureuse, c'est l'alignement de toutes sortes de petits bonheurs au quotidien. Moi, ce qui me rend heureuse, c'est de partager. De partager les trucs que j'aime, ou partager ce que j'ai, mais partager surtout ce que je suis avec ceux que j'aime. Et l'autre affaire là, qui me rend vraiment hyper heureuse, vraiment, là, ce qui me donne des petits papillons, là, c'est les prises de conscience. Prendre, tu sais, quand je suis vraiment consciente là, que je suis vivante, puis que je peux faire tout ce que je veux dans la vie, avec ma vie, là, toutes les possibilités qui s'ouvrent à moi. Ça, ces prises de conscience-là, ça me rend heureuse. Mais ça peut être une prise de conscience, autant, mettons, là, tu sais, l'hiver, il y a une grosse tempête de neige, là, puis il fait frais, puis il vente, puis je suis chez moi, au chaud. Tu sais que je suis privilégiée dans le monde, quand on voit tout ce qui se passe dans le monde, on est privilégié d'avoir un toit, d'être au chaud, avec mon chat qui se colle sur moi, là. Ça me rend vraiment très heureuse. Bien, ce qui me rend heureux, c'est pas compliqué. Moi, il y a beaucoup de choses qui me rendent heureux. Je suis quelqu'un qui a le bonheur facile. Tu sais, ça peut être juste d'aller marcher avec les chiens, aller au parc, parler avec mes amis, cuisiner, faire une bonne bouffe, aller prendre un verre dans un bar. Ça peut être aussi juste raconter nos journées quand on revient de travailler le soir. C'est des choses simples, mais c'est des choses qui me rendent heureux. Tu sais, il y a quelques années, j'ai tassé de ma vie toutes les choses toxiques, ce qui fait qu'aujourd'hui, à l'âge que j'ai, bien, j'ai juste le positif qui est autour de moi, ce qui fait en sorte que bien, je suis heureux tout le temps. Qu'est-ce qui me rend heureux? Ce qui me rend heureux, c'est tellement de choses, tellement de petites choses. Ça fait longtemps que j'ai appris qu'il faut profiter de chaque petit moment. Donc, chaque rencontre avec un ami est un moment de bonheur. Mais mon petit bonheur quotidien, c'est vraiment Zoé qui me l'apporte. Zoé, c'est mon petit chien, mon petit shih tzu.
À chaque fois que j'arrive à la maison le soir, cette petite boule de bonheur sur 4 pattes-là me montre à quel point elle m'aime. Elle se tortille, elle turlute, elle m'emmène des cadeaux. Elle est vraiment heureuse de me voir. Puis de voir cet amour inconditionnel-là me remplit vraiment de bonheur. Fait que peu importe la journée que j'ai eue, même si elle n'a pas été bonne, elle pèse sur le piton reset quand j'arrive à la maison et me remplit de bonheur à tous les jours. Il y a plein de choses qui me rendent heureuse. Je pense que je suis une fille qui a le bonheur facile, puis je me trouve bien chanceuse. En fait, ça me rend heureuse de savoir que j'ai le bonheur facile, finalement. OK. Être bien entourée, avoir mes enfants proches de moi, l'amour me rend heureuse, l'amitié, de me rendre compte que j'ai des gens extraordinaires autour de moi. Ça me rend vraiment heureuse. Prendre un café le matin dehors, au soleil, ça me rend heureuse. Sentir le vent chaud qu'il y a aujourd'hui avec le soleil, ça me rend heureuse. Il y a vraiment... en fait, tous les jours, je vois... En fait, tous les jours, je suis heureuse. C'est un petit peu fatigant. Non, je suis chanceuse, mais je pense que j'apprécie ce que j'ai autour de moi, puis ce que je vois, puis ça me rend heureuse, vraiment. Je me trouve bien chanceuse d'avoir les gens que j'ai autour de moi, puis d'avoir la vie que j'ai, en fait. Ouais. On se déplace maintenant à la brasserie Sir John où notre collègue Francis Legault rencontre Joël Duprat, Maxime Hébert et Shannon Peters. Bienvenue à cette première chronique de bière de microbrasserie. Et nous commençons avec la microbrasserie Sir John ici à La Chute. Je suis en compagnie de Maxime Hébert et de Joël Duprat, deux des copropriétaires. Bonjour messieurs. Salut Francis. Alors, parlez-nous un peu de comment vous en êtes venu à faire une microbrasserie. Eh boy, comment on en est venu, hein, mon Joe? Ouais, je pense que ça a commencé avec... premièrement, on est des fans de bière depuis longtemps, puis on s'est fait un petit souper à un moment donné, puis on buvait pas mal de bière. C'est sûrement ça qui a ouais, c'est un souper bien arrosé, mettons. Oh, et comme d'habitude, quoi. Puis, dans ça le fond... place à l'imagination. Oui, exactement. Fait que c'est ça. Puis là, on a commencé à parler de ça, comme quoi qu'on tripait là-dessus, puis ça serait peut-être le fun de faire notre propre bière, puis d'avoir notre micro, puis tout ça. Puis au départ, on voulait faire ça dans un garage. On voulait faire vraiment ça en retrait. Plus accès production que exactement. Taproom, puis servir de la bière. Exact. Puis dans le fond, aussi, mon père était nouvellement retraité. Fait que dans le fond, on se disait, hey, c'est une bonne opportunité pour lui d'avoir quelque chose à faire. Il s'ennuyait. Donc là, il s'ennuie plus, je vous le garantis. Fait que c'est ça. Fait que le timing était super. Puis ça a pris quoi? Ça fait environ 1 an et demi, 2 ans qu'on a commencé à mettre sur papier un peu notre projet. Puis le temps qu'on commence la construction, et ainsi de suite. Là. Fait que... Et aujourd'hui, vous êtes maintenant 4, je crois, dans l'entreprise? Oui, bien, depuis le départ, on est 4. Là. Il y a moi, Joël, puis il y a le père à Joël, comme Joël l'a mentionné, c'est Serge Duprat. Puis il y a aussi Jean-François Nolin, qui, lui, est plus de Victoriaville. C'est le partenaire à Joël dans une compagnie de meubles aussi. Donc, c'est ça. Là, on est 4 dans l'entreprise. Puis, on avait besoin de quelqu'un de plus sérieux pour nous aider côté finance. Oui, c'est vraiment une tête de finance, exactement. Et d'où est venu le nom Sir John? Bien, au départ, on cherchait quelque chose qui reflétait notre région historique, notre histoire. Donc, c'est Sir John Johnson, qui est un des premiers propriétaires des terres d'Argenteuil. On voulait aussi quelque chose qui reflétait nos goûts, les bières qu'on aime. Sir John Johnson, c'est un Américain qui a fui les États-Unis. C'est un loyaliste qui a immigré au nord. Il est parti, lui, de New York, Amsterdam, New York, qui est une petite ville dans l'État de New York. Puis les bières qu'on aime, le style de bière qu'on aime particulièrement vient de l'État de New York puis l'État du Vermont. Il y a une portion de notre histoire, on pourra peut-être y revenir plus tard, qui vient du Vermont aussi. Donc, il y a beaucoup de noms de nos bières qui font référence aux États du Nord des États-Unis. Donc, ça reflète notre histoire, puis aussi nos goûts de bière. L'inspiration de nos bières. L'inspiration brassicole. C'est ce que vous dites, vos bières, votre microbrasserie est d'inspiration vermontoise, donc du Vermont. Pourquoi? Qu'est-ce qui est spécial avec le Vermont? Bien, leur bière se différencie, je dirais, maintenant un peu moins parce que vraiment, c'est une mode, on pourrait dire, les bières de style nord-est. Là. Mais en fait, les bières du Vermont, quand on a commencé à y aller, on a comme tombé en amour. Là. Je me rappelle encore de la première fois que j'ai senti, parce que même l'odeur des bières, c'était écœurant. Fait que la première fois que j'ai senti Neil Farmstead, j'ai comme fait « OK, on est vraiment ailleurs ». Puis c'était la première fois que je sentais quelque chose comme ça, puis que je buvais quelque chose comme ça.
c'est comme tout ça qu'il y a. Puis on retrouvait pas, à cette époque-là, on ne retrouvait pas des bières de ce style-là au Québec. Maintenant, on peut dire qu'il y en a. Il y en a de plus en plus. De plus en plus, oui, c'est ça. Fait que c'est vraiment une des raisons, c'est vraiment le fait qu'on tripe sur les bières de ce coin-là, qui sont très aromatisées, très fruitées. En fait, c'est des bières très houblonnées à la base, mais aussi ils ont d'autres styles qui maîtrisent super bien, comme les stouts aussi, ou les bières, les sour, les bières à fermentation mixte, barriquées. Fait que c'est un peu tous les styles qu'on apprécie puis qu'on veut ici faire aussi puis maîtriser le plus qu'on peut. Et justement, parlez-moi un peu de vos bières. Vous en avez quand même une bonne variété. Bien, jusqu'à maintenant, depuis l'ouverture, ça fait 1 an qu'on est ouvert, le 4 juillet. On a fêté notre premier anniversaire, puis je pense qu'on avait fait 52 bières. Là, je pense qu'on est rendu à 54. Plus que ça, on nouvelle recette. 68. 68? Aïe, 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 OK, j'ai manqué. Ça va vite. Donc, c'est ça. Ce qui est le fun, puis ce qui reflète aussi l'idée des brasseries des États-Unis, c'est que les bières, il y a toujours des nouvelles bières, toujours des nouveaux goûts, des nouvelles recettes, des nouveaux essais. C'est ça le trip, faire toujours des nouvelles recettes, essayer des nouveaux houblons, des nouveaux assemblages de grains, des nouveaux styles aussi. On explore beaucoup. Puis, on expérimente en commercialisant en même temps. Donc, on n'expérimente pas en petits brassins juste pour nous. On en a fait quelques-uns, mais... Quand on est moins certain, là, quand on pousse un petit peu plus les tests, mais la plupart du temps, on va expérimenter puis on va le vendre, on va le commercialiser à partir de ce qu'on a testé. Et vos bières sont disponibles à quel endroit? En ce moment, nos bières sont toujours disponibles à la brasserie Sir John, au 455 principal. On distribue aussi également. La plupart de nos bières se retrouvent sur l'île de Montréal. Une fois semaine, on livre, mais c'est sûr que l'été, on a moins de volume, donc il faut approvisionner plus nos fûts. Donc, on en distribue moins. C'est malheureux, mais il faut s'en garder pour servir aux clients sur place. Pas mal l'île de Montréal, la Rive-Sud un petit peu, Rive-Nord, Saint-Eustache, Mascouche, Laval. À la chute, le seul point de vente, c'est certain que c'est seulement à la brasserie. Puis, c'est ça. Parce que les gens peuvent acheter en canette, en plus de consommer sur place vos bières. Absolument. Les gens peuvent venir acheter des canettes, puis s'en aller à la maison pour les déguster. C'est sûr que si tu achètes une canette ici, tu ne peux pas la boire sur place. C'est le règlement, il faut la boire seulement en fût. Mais c'est ça, exactement. Parfait. Bien, merci beaucoup, messieurs. Merci à toi. Je suis maintenant en compagnie de Shannon Peters. Bonjour, Shannon. Salut! Alors, parle-nous un peu de votre tap room, le côté restaurant, le côté salon de dégustation de Sir John. Parfait. Donc, dans le fond, ici à la brasserie, ce qu'on appelle le tap room, c'est tout ce qui est la salle à manger, la terrasse, le bar. Quand on parle entre nous là, de la brasserie, c'est vraiment les opérations de production en arrière. On offre bien évidemment notre bière. C'est les seuls produits alcoolisés qui sont en vente sur place, soit pour take-out ou pour consommation sur place. Sinon, on a beaucoup de produits sans alcool de la région, mais surtout du Québec. Là, donc, Henri Soda qui est fait à Montréal, les Saracol de la Chute. Ainsi de suite, on a aussi kombucha en fût, c'est du kombucha à base de champignons fermentés, en fait, de Tribe Kombucha à Val-David. Puis, on a un menu souper seulement. Peut-être qu'à long terme, un menu dîner deviendra, mais pour l'instant, c'est pas ancré dans le ciment encore. Donc, le menu souper est disponible du mercredi au dimanche à partir de 4 heures. Puis, on est fermé les lundis. On est ouvert les mardis aussi dès midi toute la journée, mais seulement pour de la bière puis des snacks, là, donc des chips, des amuse-bouches, des choses comme ça. Puis, c'est ça. En partie, c'est ce qu'on fait. Parfait, merci. Merci. Cette semaine, Carl Bissonnette s'est rendu au restaurant Arara Pizza Arménienne pour y découvrir leur spécialité, le wrap au poulet shish taouk et saucisse arménienne. Bienvenue aux chroniques gastronomiques d'Argenteuil. Aujourd'hui, nous sommes chez Ararat, un restaurant pizza arménienne. Bonjour tout le monde, je suis présentement ici avec Greg, le propriétaire de Ararat Pizza Arménienne. Salut, comment ça va? Ça va très bien, merci toi. Alors explique-nous, c'est quoi l'historique de votre restaurant ici? Ben regarde, la première fois que j'ai entendu parler de la Chute, c'était à cause que mon père est déménagé ici dans le coin. Puis il m'avait mentionné qu'il n'y avait pas quelque chose de ce genre de bouffe ici à la Chute.
Puis je voulais ouvrir un petit restaurant comme ça. Puis on a vu l'opportunité ici au centre d'achat, alors on a ouvert. Puis on voulait montrer quelque chose de différent dans le coin. C'est vraiment ça le concept. Et d'abord, le concept, c'est justement le concept de votre restaurant. Je sais que c'est quand même original, c'est des pizzas, mais explique-moi un petit peu plus. Oui, alors ce sont des pizzas à cause du format. Ils sont des pains plats avec des garnitures déjà dessus. Puis ce qu'on fait, après qu'on les réchauffe, ça prend juste quelques minutes, on les roule comme un wrap. C'est comme un remplacement de pita. On donne le choix entre le pita ou une pizza, puis on roule des wraps avec. Wow, c'est vraiment génial. J'ai jamais essayé ça, j'ai même jamais vu ça, je pense, à Montréal. Alors j'ai bien hâte de voir ça, ce que ça donne. Sinon, dans vos spécialités, qu'est-ce que c'est? J'ai vu sur votre menu, vous avez quand même pas mal de choses. Expliquez-nous un peu vos spécialités. Bien, je donne toujours le choix entre différentes sortes de viande, comme du poulet shish taouk, du shawarma, le kafta au bœuf. J'ai des saucisses piquantes qui sont des saucisses arméniennes. Ils sont vraiment bons. C'est ça que je vais te faire goûter tantôt. OK. Et puis, on a des choix végétariens aussi pour tout le monde. Des choix vegan, des différentes salades. Alors, je vais te donner un petit peu de chacune des sortes. Un petit échantillon de tout. Exactement, oui. Ben, ça va être génial. J'ai bien hâte de goûter à ça. Alors, pour vous, je vais essayer la nourriture arménienne. Alors, j'ai bien hâte de voir ça. Et voilà, bon appétit. J'aimerais ça qu'on m'explique un peu ce que j'ai devant moi parce que j'ai quand même beaucoup de choix. Alors, comme j'ai dit, je voulais que tu essaies un petit peu de tout. Alors, on a les fameuses patates à l'ail que je prépare avec la sauce à l'ail maison que je fais moi-même. J'ai la salade de pâtes qui a un petit peu de brocoli, des oignons verts puis des carottes dedans. C'est vraiment populaire ici. Et puis le taboulé, qui est un choix classique dans des restaurants méditerranéens. Spécialité. Alors ça, c'est tomate, jus de citron. Exactement. Avec du persil. Du persil et un petit peu de bulgur. C'est comme la famille de couscous, c'est juste du blé concassé qu'on rajoute dedans pour donner un petit peu de goût différent. Puis ça, c'est pour les à côté. Pour le wrap, je t'ai fait le épinard fromage pizza, roulé avec du poulet shish taouk, des saucisses piquantes, avec la sauce à l'ail encore, parce que je sais que tu aimes ça tellement. Oui! Avec des navets, laitue, tomates, quasiment garni comme un shish taouk, mais dans le pizza. Wow! Fait que j'ai vraiment hâte de goûter à ceci. Regardez les belles couleurs de ce sandwich, c'est vraiment incroyable. Alors, je goûte. Bon appétit, mon cher. Moi, je voulais savoir si les gens veulent voir ton menu ou avez-vous une page Facebook ou un site Internet? Oui, on a une page Facebook, une page Instagram aussi. On n'a pas un site web présentement, mais on est plutôt une place pour le dîner. Le monde, ils viennent ici, on a le menu sur le tableau, ils viennent commander et ils m'appellent en avance aussi. Comme ça, ils peuvent venir à cause du temps avec le COVID maintenant, spécialement. Le monde, ils veulent venir, puis... Juste take-out, rentrer, sortir. Ouais. Les pizzas, comme tu as dit, il y en a de toutes les sortes. Oui, exactement. On le fait nous-mêmes, dans le fond, l'arrangement qu'on veut à l'intérieur. Moi, je donne des suggestions. Je demande toujours des questions à tout le monde s'ils aiment végétarien avec du bœuf, piquant ou non piquant. Puis comme ça, je décide pour eux autres. Puis c'est sûr qu'ils vont aimer ce que je fais. Ah ouais, mais c'est vraiment très bon. Puis tu m'avais dit que tu dis toujours que tu vas revenir à un restaurant. Oui. Ouais. J'espère de te voir encore une autre fois. Oui. Mais c'est aussi le concept des pizzas. Je les vends par la demi-douzaine ou la douzaine. Comme ça, le monde, ils peuvent le préparer chez eux aussi pour le réchauffer dans leur four. OK. Je donne ce choix-là aussi. Alors, vous avez le choix de le manger sur place, l'apporter ou le faire vous-même chez vous à la maison. C'est encore mieux. Mais merci beaucoup de nous avoir accueillis dans votre restaurant. Toujours un plaisir, Carl. Puis, bon appétit. C'est le moment d'aller rejoindre notre collègue Élise Desève en compagnie de Maryse Deneau des Thés d'Argenteuil. Bonjour tout le monde, je me trouve en compagnie de Maryse Deneau des Thés d'Argenteuil. Bonjour Maryse. Bonjour Élise. Je tutoie Maryse parce qu'on se connaît bien. Maryse, tu es sommelière en thé. Tu t'es partie ta compagnie de thé, les Thés d'Argenteuil. Comment c'est venu à toi cette passion-là? Bien, la passion, je l'ai découverte parmi les voyages en Europe. Alors, j'ai découvert le goût du thé, j'ai découvert les tisanes aussi.
il y a tellement à découvrir, que ce soit le thé vert, le thé blanc, le thé noir. Il y a tellement de sortes. Exactement. Bon, puis aujourd'hui, on commence avec un thé vert. Oui, aujourd'hui, c'est le Sancha Fuji. OK. Regarde la jolie feuille ici, comment c'est beau, la couleur. C'est très vert. Oui, oui. Très, très foncé. Alors, on l'a infusé pendant 3 minutes à 80 Celsius. OK. Et on voit la belle couleur du thé. C'est un verre qui est transparent. Oui. Et j'ai choisi justement des champagnes, des flûtes à champagne, parce que c'est le roi du thé. C'est le roi du thé. Il est renommé d'être le roi du thé. Oh, wow! On peut y goûter, là? Il est prêt? Absolument, oui. Super. Ah, ça me rappelle ma grand-mère. Ma grand-mère buvait du thé comme ça quand j'étais toute petite. Ça sentait ça après chaque dîner. Oui. Ah. Quel goût que ça te fait penser? Bien, pour y avoir déjà goûté, moi, je trouvais ça très amer. Mais ça, c'est doux. Il est beaucoup plus doux que ce que j'avais comme idée du thé vert. Est-ce que tu as comme un goût de végétal, d'herbes fraîches? Ben oui. Iodé? Iodé? Oui, iodé. Qu'est-ce que ça veut dire, iodé? Est-ce que ça te fait penser comme un peu aux algues? À ce temps que tu m'en parles, ben oui. C'est vrai, ça sent les sushis. J'adore les sushis, mais j'aurais pas pensé, c'est vrai. Oui, ça fait, mais ça goûte pas les algues, là. Non, ça goûte le thé vert, mais c'est vrai que ça sent le goût de la mer, t'as raison. Ah, c'est vraiment spécial. Bon, mais quoi d'autre qu'on peut faire à part de le boire comme ça? Puis, en fait, avant, c'est quand le meilleur temps pour boire ça? Parce qu'il y a quand même du thé, il y a de la théine, de la caféine là-dedans, ça réveille. Oui, exact. Bien, ça dépend de la personne. Ça peut être bu durant la journée, le matin, l'avant-midi, l'après-midi, le soir. Mais encore là, la tolérance à la caféine, théine, ça dépend de la personne. Alors, si la personne a de la difficulté à dormir, bien, après 6 heures, 7 heures le soir, c'est peut-être préférable d'opter pour une tisane à ce moment-là. Puis là, parmi les choses qu'on peut faire avec le thé vert, le Sancha, il y avait autre chose, là. Ici, tu as un petit mélange, là. Ça, c'est quoi? Ça, c'est du Sancha. C'est un mélange cocombe et melon. L'été, lorsqu'il fait chaud, on a besoin d'un bon thé glacé. Bien, le thé vert Sancha est vraiment recommandé. À la maison, on fait son thé. La procédure, c'est facile. On fait son thé, on fait refroidir et on peut justement couper des morceaux de cocombe, du melon. On met ça dans le liquide refroidi, on met de la glace et le tour est joué. C'est très rafraîchissant, c'est désaltérant aussi. Puis en plus, selon les études scientifiques, c'est bon pour la santé? Oui, selon les études scientifiques, le thé vert Sancha est excellent pour la santé. Il y aurait aussi des propriétés anti-cancer. Alors, puis celui-là, il est déjà mélangé. C'est un maillage que tu as fait? C'est un maillage qui est acheté. Alors, il est déjà préparé. OK. On le surnomme, justement, on le nomme le thé vert concombre et melon. Concombre et melon. Bon, alors, c'est simple. Hein? Alors, quand il fait chaud, on se prend un bon thé vert, concombre et melon. Alors, ben c'est super. Merci. Merci. Là, j'ai hâte de découvrir les prochains. Oui. On va en voir plusieurs autres, je pense. Oui, le prochain, on va parler du Darjeeling. Du quoi? Du Darjeeling. Darjeeling. Oh, wow! Ben, j'ai pas mal hâte de voir ça. Allons maintenant rejoindre notre collègue André Coupal pour la capsule linguistique. Bonjour et bienvenue à la capsule linguistique. Je m'appelle André Coupal, je ne suis pas un spécialiste de la langue, je fais ça parce que j'aime la langue française, je la trouve imagée, particulièrement au Québec, et je m'intéresse à l'origine des expressions ou de certains mots. Et c'est ce que je vais partager avec vous. C'est une capsule sans prétention, il y a beaucoup de choses qu'on met au conditionnel parce qu'il y a beaucoup d'explications sur le web, sur la toile Internet et aussi dans des ouvrages sur le français. Et c'est pas toujours facile de décortiquer qu'est-ce qui est le vrai du faux. Alors, on va commencer avec deux mots que vous avez probablement déjà entendus, au Québec en tout cas, pitoune et bécosse. Et ces deux mots-là nous viennent de l'anglais. Pitoune, d'abord, on sait que
c'est un bio de bois. Normalement, c'est du pin, qui est un bois très résineux, et qu'on amenait dans les usines à papier par la drave. La drave dans les cours d'eau, les bûcherons coupaient le bois dans les forêts et les bio étaient acheminés par l'eau jusqu'aux usines pour faire de la pulpe et du papier. Alors, dans les camps de bûcherons, il y avait toujours deux baraques. Il y avait la baraque des francophones puis la baraque des anglophones. Et dans la baraque des francophones, il y avait beaucoup de parties. Les gens s'amusaient, ça rigolait, ça jouait de la musique, ça chantait, ça prenait un verre, alors que c'était beaucoup plus tranquille du côté des Anglais. Alors, les Anglais avaient pris l'habitude d'appeler le camp des bûcherons français le Happy Town, la ville joyeuse, si on veut. Et les Français, bon Canadien français qui entendait ça, lui, il comprenait ou répétait Pitoun. Il dit Apitoun au lieu de Happy Town. Alors, ça, c'est une des origines qui est expliquée pour dire Pitoun. Comment ça se fait que Pitoun, c'est devenu, avec le temps, peut-être une fille attirante ou tout ça? Bien là, il y a une autre explication qui veut que le bois était acheminé, comme je disais tantôt, par le fleuve ou la rivière. Ça arrivait dans une ville où il y a une usine. Quand tout le bois était rendu à destination, les draveurs, les bûcherons se réunissaient puis ils fêtaient parce qu'ils avaient réussi leur travail et tout ça. Et aussi parce qu'ils avaient été longtemps dans le bois. Ils s'étaient ennuyés des femmes, puis là, ils cherchaient les belles femmes avec des mœurs un peu plus légères et ils s'amusaient dans le village. Et c'est là aussi que les Anglais appelaient ça le Happy Town parce que les gens célébraient la fin de la drave comme ça. Et parce que les Anglais, ensuite, eux aussi voulaient y aller, on dit on s'en va au Happy Town, en voulant dire on va aller voir les filles. Donc, de là, c'est dérivé Apitoun. Voilà l'explication. Quant au mot bécosse, ça viendrait aussi de l'anglais backhouse. On sait que les toilettes étaient auparavant, avant d'être dans les maisons, c'était une petite cabane à l'extérieur. On appelait ça le backhouse ou le outhouse. Et backhouse, tout simplement, les francophones, quand ils répétaient la backhouse, ils disaient la bécosse. C'est devenu bécosse. Et il y a une expression populaire qui dit le boss des bécosses. Bien là, c'est pour exprimer quelqu'un qui est patron de pas grand-chose ou qui se croit supérieur aux autres et qui décide d'essayer d'en montrer. Alors, on dit que c'est un boss des bécosses. L'expression « coûter un bras », d'où ça vient, coûter un bras? Coûter un bras, ça coûte cher, même trop cher. Les anglophones, eux, ils disent « ça coûte une jambe ». Fait que des fois, on dit « ça coûte un bras, une jambe ». Il y a plusieurs explications pour d'où vient coûter un bras. Il y aurait trois origines possibles. D'abord, les cow-boys au Far West pouvaient accomplir une vengeance quitte à en perdre d'une jambe. Ça, c'était une des explications qui était plus du côté des anglophones. On raconte aussi qu'il y a un militaire américain qui avait été rétrogradé. Et quand on rétrogradait quelqu'un, on lui arrachait toutes ses galons, ses décorations sur le bras. On arrachait tout ça. Donc, on disait que ça lui a coûté un bras. Il a perdu son poste, ça lui a coûté un bras. Finalement, la troisième explication, ça viendrait de l'époque où les peintres et les artistes peignaient des bustes. Et quand on voulait avoir les bras en plus, mais ça coûtait cher. Il fallait dire, bien, je veux avoir les bras aussi. L'artiste, à ce moment-là, il augmentait son prix parce que la commande voulait qu'il y ait des bras sur la peinture ou sur la sculpture. C'est ce qui conclut ce tout premier épisode de Dans notre coin. Soyez des nôtres la semaine prochaine pour de nouvelles capsules.